à tous, comme prévu, on se fait une nouvelle vidéo longue à 3 avec Théo et Shai. On va se faire une grosse salve de réponses à des questions parce qu'il y a un paquet de questions qui sont laissées sur le côté. On s'est dit qu'on allait en parler. En plus, on imagine qu'il y a beaucoup de questions sur les playoffs, Shai, à mon avis. Évidemment, et un peu sur tout et n'importe quoi, hein. Nos auditeurs sont très très inventifs. Cette fois, il n'y a pas que des questions sur Luka Doncic et Nico Harrison, fort heureusement, et je crois qu'on en a même zéro, ce qui est une première depuis le trade il y a 2 mois. Enfin, il y en a zéro. Zéro que j'ai sélectionné, peut-être pour histoire de pas trop charger l'esprit des gens qui sont contrariés par les questions à chaque fois. Mais oui, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout évidemment, et on va commencer alors par une équipe qui aurait pu aller en playoff, mais qui n'est pas allée en playoff. Question de François Xavier. En tant que supporter des Atlanta Hawks, j'ai tristement assisté à leur élimination en play-in. Une élimination logique face à Miami, étant donné que le Heat à plein potentiel est une équipe plus forte. Du coup, ça fait 2 ans de suite que les Hawks se font botter le postérieur et ne vont pas en play-off. Je pense qu'il faut arrêter le projet Trae Young. Au bout d'un moment, c'est bon. Point d'exclamation. Donc François Xavier est en colère. Et continue à reconstruire autour du trio Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, Zachary Rizaché. Qu'en pensez-vous? Et je tiens à préciser que sa question date d'avant la fin de l'aventure de Landry Fields en tant que general manager des Hawks. Qu'est-ce qu'on pense des Atlanta Hawks, voilà, et de ce qu'ils peuvent faire avec, dans les prochaines années? Je ne sais pas si je suis complètement d'accord. Je comprends l'idée, je la comprends. C'est-à-dire que je sais pas une idée qui me fait bondir de ma chaise en mode non, je vais pas partir en mode révolté. Je capte, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit en tout cas une voie vers une progression rapide. Parce qu'un joueur quand même du talent de Trae Young, tu trouves pas ça tous les jours, même s'il a ses limites évidemment, hein. C'est un mauvais défenseur pour une star. C'est l'un des plus mauvais défenseurs, je pense, parmi les stars. Il a pas eu une très belle saison en termes d'adresse. Par contre, ça reste quand même un joueur qui fait des différences, un joueur qui crée des calages, un excellent playmaker, un, mine de rien quand même un shooter. Il a un degré de difficulté de ses tirs qui fait que c'est pas forcément le plus adroit en termes de pourcentage, mais Trae Young est quand même un super shooter. Il a une forme de leadership que je trouve intéressante, mine de rien. C'est un, pas, c'est pas le meilleur leader de la ligue, mais pour quelqu'un qui a souvent été pointé du doigt dans ce domaine, je trouve que c'est un peu injuste. Il a quand même, tu vois, cette année, il a vachement accepté des nouveaux rôles, de partager même avec Jalen Johnson. Il a bien intégré les jeunes. Ce qui manque aux Hawks, surtout. Donc, en fait, si tu transfères Trae Young, par exemple, j'ai peur que tu mettes beaucoup de temps avant de trouver un joueur aussi fort que lui, même à la draft. Ça peut mettre beaucoup de temps. Et Jalen Johnson, malgré toute sa progression, je ne suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui capable d'être seul premier playmaker d'une équipe. Et je ne pense pas non plus que Zachary Xaché soit capable d'être le deuxième playmaker d'une équipe. Je ne suis pas sûr qu'à ce stade de leur carrière, ça soit tout à fait envisageable si l'idée, c'est de transférer Trae Young pour être plus compétitif. Donc moi, je dirais qu'en fait, il y a une base solide. J'ai intégré Trae Young à ce trio qu'il a cité. Je le me glaisserai dedans pour l'instant. Et je me dirais qu'en fait, mon équipe est jeune, quoi. C'est presque normal d'être sorti, en fait. Oui, je sais, ça peut être déprimant quand tu vois les Pistons se qualifier, mais les Pistons, encore une fois, enlève-leur leurs vétérans. Les Pistons, ils font pas les playoffs, tu vois. Miami, il y a des vétérans. Les Hawks, ils ont besoin de grandir. Jalen Johnson, il va continuer de grandir. Au Congo, il va continuer de grandir. Rizachi va continuer de grandir. Moi, je serais encore plutôt là-dessus. Même Trae Young, je pense, n'a pas atteint complètement son prime. Donc voilà, moi je garderais ce noyau dur et je serais un peu patient. Mais je suis assez d'accord avec toi, Antoine. C'est marrant parce que autant j'ai trouvé longtemps Trae Young surcoté, autant j'ai l'impression qu'il est un peu sous-coté maintenant aujourd'hui au vu de ses capacités. Et en fait, ce que je trouverais dommage si les Hawks cherchaient à le trader maintenant, c'est qu'ils ne pourraient pas récupérer autant en retour. Limite, c'est peut-être un peu trop tard. Si l'idée c'était de trader Trae Young, je pense qu'il fallait le faire à un moment où sa cote globale autour de la ligue était certainement plus haute. Et quand je regarde ce roster, c'est déjà le cas l'an dernier. Moi, je suis un peu étonné quand même Alors, cette année, il y a vraiment la blessure de Jalen Johnson qui, je pense, a fait dérailler la saison des Hawks, même si en début de saison, quand il était là, il perdait parfois des matchs de manière un peu incompréhensible. Mais je trouve qu'il y a du talent dans cette équipe. Il y a beaucoup de polyvalence. Et je dois reconnaître que je suis assez déçu, en fait, de ce que Quinn Snyder a fait de cet effectif. Quand il est arrivé, je pensais vraiment qu'il allait leur permettre d'enclencher la seconde et que ça pourrait même être une équipe un peu surprise. Et quand je veux dire surprise, je dis pas qu'il va jouer quelque chose vraiment d'important en playoff, mais qui va être un petit peu le poil à gratter de la conférence Est, qui va aller taper parfois des grosses équipes à la surprise générale. Ça n'a pas été le cas. Donc effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait du changement. Il va y en avoir parce que, comme tu l'as dit, Shai, Landry Fields a été remercié. Il y a un nouveau GM en place. Ils vont remettre en place toute une équipe de direction sportive. Il y a quand même beaucoup d'éléments dans cette équipe et
Ouais, comme toi en fait, Antoine. Je pense qu'il y a encore quelque chose à creuser avec Trae Young, sachant qu'effectivement, je pense qu'on sait aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un mec qui peut être la première option d'une équipe vraiment ambitieuse, mais j'ai l'impression qu'il y a mieux à tirer de cet effectif que ce qui a été fait depuis 2 ans. Je pense qu'on mesure, enfin, on n'a pas assez mesuré l'importance de Jalen Johnson et de sa blessure. Je trouve vraiment que c'est un joueur excellent. Est-ce qu'ils vont en playoff s'il est là? C'est tout à fait possible parce qu'il est très très complet, il a apporté énormément de choses. Et mon inquiétude pour eux, avec ce noyau-là que François-Xavier aimerait garder, que je pense que n'importe quel fan des Hawks serait d'accord pour garder, c'est la santé de Jalen Johnson. Il a du mal à faire des saisons pleines depuis qu'il est en NBA. Il se blesse assez souvent, assez fréquemment. Et pour avoir une vraie idée de ce qu'est capable de faire cette équipe, je pense qu'il faudrait le voir faire une ou deux saisons vraiment pleines pour voir ce que ça donnerait. Et pour Trae Young, moi j'ai été agréablement surpris cette saison, plus par le comportement et ce qu'il dégageait en dehors du terrain, le leadership dont tu parlais Antoine aussi, sa manière d'accueillir Zachary Zaché sans y voir une menace et plutôt le voir comme un complément intéressant. Et ça m'a un peu surpris. Je m'attendais à une saison un peu compliquée avec des déclarations dans les médias, des agents et tout. Et au final, il a été très discipliné. Bon, ça s'est pas très bien terminé, mais je pense que on faudra voir le nouveau GM, mais je suis pas sûr que tout vole en éclats à l'intersaison. Peut-être que ce sera le cas. On a même... Pardon, vas-y, Shay. Non, ça y est, j'ai terminé. On n'a même pas cité Dyson Daniels d'ailleurs dans le noyau dur. Ils ont quand même un noyau dur très intéressant avec des joueurs qui ont des qualités similaires. Alors est-ce que Daniels et Rizaché auraient fait les mêmes saisons si Jalen Johnson ne s'était pas blessé? Peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est que comme a dit Shai, je pense que l'équipe elle serait meilleure et elle serait peut-être même allée en playoff. Mais là, tu vois, tu te dis, tu as ton futur 5 majeur avec Daniels, Johnson et Rizaché, tu as 3 joueurs qui vont vraiment être dans l'espèce de moule des two-way players polyvalents, capables de switcher sur un peu tous les écrans, longs, tout en étant mobile, avec des longs bras en plus de l'envergure. Tu vois, tu as ton Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart, potentiellement peut-être même plus fort une fois que ces gars-là seront, je pense, plus fort une fois que ces gars-là seront arrivés à développement, à maturité. Tu es dans la moule, alors tu es en moins fort que les Jalen Brown, Jason Tatum et Derrick White, par exemple, mais tu as un espèce de noyau dur très intéressant. Au Congo aussi, Trae Young, tu as un 5 qui, comme du coup là je rejoins Théo, peut a priori donner mieux que ce que nous a montré Quinn Snyder. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous les trois été très déçus de l'apport de Quinn Snyder. Il y a même un banc. Je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à changer en fait. Il y a à trouver le coach qui saura maximiser l'effectif qui est déjà en place. Il n'y a même pas forcément besoin de vraiment révolutionner cette équipe pour se qualifier à l'Est, qui reste faible, disons-le. Donc, voilà, j'en profite encore une fois, une petite balle gratuite. Mais je pense que les Hawks ont les arguments avec ce groupe pour faire beaucoup mieux. Deux choses simplement pour le GM. En fait, on connaît le GM, c'est Hansi Saleh qui était déjà dans le staff, qui a été promu GM. Mais effectivement, les Hawks maintenant cherchent un président des opérations basket. Donc, ils sont quand même en pleine reconstruction de cette partie-là de leur staff. Ouais, et puis selon la personne qui sera nommée, on saura a priori qui est numéro 1, qui est numéro 2. Parfois, dans des franchises, le président des opérations basket est plus important que le GM qui est soit un prête-nom, soit juste un assistant un peu clinquant parfois. Mais d'une certaine manière, pardon, un dernier mot sur les Hawks. Ouais. Après tout, on n'en parle pas si souvent que ça, mais je me demande dans quelle mesure leur finale de conférence il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans ou 3 ans déjà 3 maintenant, ouais. Je me demande dans quelle mesure ça n'a pas un petit peu biaisé leur progression. Parce que par exemple, moi j'ai rien contre Clint Capella qui est encore un pivot vraiment efficace et intéressant. Il ferait énormément bien une équipe comme les Lakers par exemple. Mais j'avoue que je comprends pas en fait quant à Onyeka Okongwu, pourquoi il n'a pas plus vite pris des minutes à Clint Capella. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas la capacité de le faire? J'ai l'impression quand même qu'il y a un potentiel. J'ai l'impression qu'il y a certains joueurs comme ça qui n'ont pas eu l'occasion d'être vraiment évalués à plein régime de manière à ce que les Hawks puissent vraiment faire le tri dans leurs prospects pour savoir sur lesquels compter à coup sûr et lesquels laisser partir. Et l'an dernier, par exemple, quand tu regardes, les Hawks avaient l'une des pires défenses de la ligue. Alors, ok, il y a Trae Young, mais il n'y a pas que Trae Young dans cette équipe. En fait, il n'y a rien qui justifiait, je trouve, que les Hawks soient à ce point catastrophiques de ce côté du terrain l'an dernier. Donc, effectivement, moi, Quinn Snyder, comme vous, je le tiens quand même plutôt en haute estime parmi les entraîneurs NBA.
Je sais pas si c'était pas le bon fit, s'il a pas réussi à mettre en place ce qu'il avait en tête, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui cloche, c'est clair. Je vais rajouter, pareil, vu qu'on est sur les Hawks, il y a quand même un autre truc plutôt encourageant pour eux, c'est qu'ils ont une belle flexibilité financière, non seulement avec une forme de marge sous le cap, le contrat de Capella qui s'arrête, qui se termine d'ailleurs, et effectivement, ils n'auront pas obtenu de contrepartie. Donc, il y a moyen de faire justement comme les Pistons et éventuellement de signer 2-3 autres vétérans si vraiment tu te dis, bah non, mais nous, on veut vraiment faire les playoffs. Alors bon, ça peut ralentir un peu la progression de certains jeunes, notamment Rizaché, qui était déjà beaucoup mis en concurrence, etc. Mais bon, pourquoi pas si ton ambition, c'est de te dire on va être compétitif. Et en plus, parmi les contrats déjà existants, il y a pas mal de gars qui ont des contrats très simples à refourguer, très simples avec des guillemets, mais tu vois, les Terrence Mann, tout ça, c'est des joueurs qui vont intéresser d'autres équipes, qui ont des contrats abordables. Donc voilà, tu es en position pour poursuivre plein de directions différentes avec une belle base. Je pense que l'avenir, il est quand même plutôt encourageant à Atlanta. Ils peuvent se servir aussi d'éventuellement du tour. Ils ont le tour de draft des Kings, je crois, qui est protégé 1-12. Enfin, ils peuvent aussi travailler avec ça. Enfin, l'effectif, il y a de la flexibilité. C'est vrai que c'est ce qui est intéressant pour les Hawks. Il y a une autre équipe de l'Est qui intéressait nos auditeurs, notamment JP, qui a une question pour nous sur les Pistons. Étant un fan de Détroit depuis plus de 20 ans, en étant notamment tombé amoureux de David contre Goliath lors des finales 2004, je me réjouis forcément de cette belle saison après une longue traversée du désert. À l'image de la ville qui renaît peu à peu de ses cendres, même s'il reste encore beaucoup à faire, les franchises sportives des Detroiters relèvent la tête pour la plupart après des périodes compliquées. Cependant, l'équilibre est encore fragile à mon sens avec une équipe qui a brûlé les étapes de dernier à 6e dans une conférence Est qui est faible, comme même le rappelait Antoine, et avec un Philly qui ne se loupera peut-être pas chaque année, ainsi que des Orlando, Atlanta et Miami capables du meilleur comme du pire. Quels sont selon vous les axes d'amélioration pour que cette équipe de Détroit joue les playoffs chaque année et que cette saison ne soit pas un one-shot, pour qu'elle puisse se battre d'égal à égal à l'avenir avec des équipes plus expérimentées, telles les Pacers, les Bucks, voire les Knicks? Quel type de profil de joueur prendriez-vous? Hors de question que Kate se barre dans 3 ans faute d'ambition ou de l'avoir suffisamment bien entouré. J'ai l'impression que maintenant, la marche à suivre, en fait, pour justement pas aller trop vite, c'est confirmé et que c'est pas si simple. C'est pas si simple à faire. Je sais pas si tu as besoin de faire beaucoup de changements, en fait, pour confirmer. Il y a une équipe qui me semble stable. En l'état, c'est vrai qu'ils ont fait toute la saison, même sans Jaden Ivey, qui est quand même un joueur de talent aussi, à voir dans quelle mesure il peut revenir et comment il réintègre la rotation. Je sais pas si on en est au stade où Détroit doit justement se poser la question de trop chambouler son effectif. Moi, je pense que je serais plutôt reparti avec un effectif quasiment similaire la saison prochaine, avec comme objectif de vraiment de stabiliser, notamment sur la première partie de saison. Et après, en fonction de ce que ça donne, il y a du talent, tu as des assets. Donc, si jamais vraiment ça marchait pas, je pense que tu pourrais faire quelque chose à la deadline, par exemple. Mais je sais pas s'il y a nécessité de changer trop de choses pendant l'intersaison. Ouais, moi non plus, je sais pas si je changerais. Après, je pense que malgré eux, ils vont se retrouver obligés de changer certaines choses. C'est qu'il y a pas mal de vétérans qui sont venus en transit, quoi. Malik Beasley, il est free agent. Ouais. Dennis Schroeder, il est free agent. Tim Hardaway Jr., il est free agent. C'est quand même 3 mecs importants. Tobias Harris, il lui restera plus qu'1 an de contrat. Après, voilà, pareil, on est sur une équipe qui a de la place sous le cap, qui a de la flexibilité avec ses contrats. L'idée sera de rester de toute façon dans le même moule compétitif. Moi, je ne sais pas si je viserais des joueurs nécessairement différents. Je pense que la marge de progression, elle ne passera pas par les joueurs qui vont venir autour. C'est surtout savoir au final quel est le plafond de Kate Cunningham, quel est le plafond de Jalen Duren, quel est le plafond d'Ozar Thompson. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont le destin entre les mains pour aller plus haut. J'ai l'impression, moi, j'aime bien parler des vétérans. Je les ai cités il y a 15 minutes, il n'y a même pas 10 minutes, pardon. Mais je pense que les vétérans des Pistons, ils ont assuré un espèce de plancher. Qui a été beaucoup plus haut que prévu cette saison avec l'évolution naturelle des jeunes joueurs. Et maintenant, le plafond, il dépend des jeunes, quoi. Il peut plus dépendre des vétérans. C'est pas Tobias Harris ou Malik Beasley qui vont t'emmener au second tour des playoffs ou qui vont te qualifier chaque année en playoffs. Par contre, voilà, si Kate Cunningham, il devient effectivement une vraie superstar, si Jalen Duren, il passe encore un cap, si Ozar Thompson, il progresse en attaque, il est un poil en retard sur son frère quand même dans ce domaine par rapport à Amen. D'ailleurs, j'imagine pour ça aussi qu'Amen avait été drafté devant lui. Donc c'est un peu ça. Et sur ça, effectivement, quand tu te qualifies direct pour les playoffs, on a peut-être tendance à surévaluer un petit peu le niveau de ce noyau dur et même peut-être, je me permets même peut-être celui de Kate Cunningham. Tu vas avoir que je trouve très fort, hein, mais
quelles sont aujourd'hui les capacités de ces gars-là à voir. Par exemple, là, tout de suite, hein, tu me demandes, on met les 6 qualifiés directs pour les playoffs à l'Est l'an prochain. Je suis pas certain que je mets Détroit dedans. Non, parce qu'on considère qu'il y a il y a eu chaque année, il y a des accidents. D'ailleurs, c'est ce que dit JP, c'est que Philadelphie fera pas toujours des mauvaises saisons. Miami sera peut-être plus haut. Enfin, chaque saison, ça peut être remis en question. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est toujours la saison d'après, ce que tu évoquais, Théo, la confirmation, parce qu'on voit ça tous les ans quasiment. À l'Ouest, Sacramento a eu ça. Cette année, Orlando, avec toutes les galères, a connu ça en réussissant finalement quand même à aller au play-in. Mais c'est plus difficile parce que Détroit, il y a eu l'effet de surprise. Personne ne les a pris au sérieux au début de saison. Et même après, je pense que la plupart des équipes se disaient oui, ok, bon, c'est que ça reste une équipe dont la plupart des joueurs étaient là lors de la saison historiquement dramatique de l'année dernière. Je pense que personne n'aurait misé dessus pour une qualification directe. Mais maintenant, ils sont à prendre au sérieux. Tout le monde respecte Cade Cunningham. Tout le monde respecte l'équipe qui est en place, même le Bickerstaff. Tout le monde sait que c'est un bon coach de développement. C'est la saison d'après qui est ultra dure. C'est pour ça que je ne sais pas si en gardant vraiment le même noyau, totalement, hein, en entier, ça sera possible de faire peut-être pas aussi bien, mais au moins de rester dans la bonne partie de tableau. Donc, il faudra peut-être un recrutement malin. Et ça, c'est le job du GM. Je leur souhaite parce que c'était comme pour les Kings. Moi, j'étais tellement content pour les Kings après des années de galère que tu as envie de t'enflammer un peu. Et là, les gens ont raison de s'enflammer pour les Pistons. C'est cool de revoir une équipe qui est historique comme ça à revenir sur le devant de la scène, mais c'est pas si simple de confirmer. C'est même ultra dur. Ce que je trouve un peu rassurant pour Détroit par rapport aux exemples des Kings ou des Hawks dont on parlait tout à l'heure, c'est la manière dont ils ont assuré leur succès cette saison. C'est pas qu'ils ont surpris la ligue en étant une équipe offensive de feu follet et n'étaient pas habitués à jouer leur type de basket. Je trouve que c'est vraiment en revenant à des fondamentaux, de la dureté de la défense. Et ça me semble plus facile à maintenir d'une certaine manière. Je pense que c'est un plancher qui est plus facile sur lequel c'est plus facile de s'appuyer. Et ça, je trouve ça un peu rassurant du côté de Détroit. Parmi les vétérans, je pense qu'il faut absolument qu'ils gardent Malik Beasley. La saison, parce qu'en fait, tu sais pas, la saison qu'il fait, elle est quand même folle hein, en termes d'adresse. C'est Klay Thompson bis, en fait. Et je parle pas de Klay Thompson des Mavs, hein, je parle de celui qu'on a connu aux Warriors. Derrière, Tobias Harris, il lui reste 1 an de contrat. Tu disais, Antoine, c'est très bien. 1 an, c'est très bien. Voilà, je pense qu'il faut trouver un moyen de s'assurer de garder Malik Beasley parce que c'est devenu même une vraie ressource offensive dans les plans de jeu de Détroit. Pour Tim Hardaway Jr., je veux pas lui faire injure, mais je pense que son apport est plus facilement réplicable. Tu peux plus facilement trouver un remplaçant. C'est une équipe qui est souvent citée, tu sais, notamment concernant Devin Booker, etc., pour les stars. Alors, il y a un peu de fantasme des insiders aussi, puis c'est une destination un peu facile à mettre en avant. Tu dis, c'est l'équipe qui a progressé. Maintenant, pour passer un cap, on fait venir un joueur star. À voir si les dirigeants y penseront eux aussi. Moi, ça dépendrait vraiment de la star, quoi. C'est ce que tu disais, Shai, quoi. Ou je sais plus lequel de vous deux disait pas faire gaffe à pas griller les étapes, quoi. Parce que derrière, tu tiens absolument à passer un cap, tu balances quelques jeunes, des pics et 1 ou 2 mecs importants contre une star, mais tu prends la star qui colle pas forcément avec ton énergie, ton ADN, ton autre star qui est Cade Cunningham, et tu te retrouves à faire un move qui te pénalise, quoi. Genre, c'est j'espère que les Pistons, ils vont pas viser des Domantas Sabonis, des trucs comme ça. Ça m'étonnerait, tu vois. Après, ça apporterait offensivement, mais je sais pas, il y a pas mal de moves qui me feraient peur, moi, si j'étais eux. C'est bon, Wax, dans le podcast sur Détroit qu'on a fait, dans le Hoop Culture spécial Détroit qu'on a fait avec Wax il y a 2 semaines, il rêvait de voir Gershon Yabusele. Il rêvait les Pistons faire une belle offre à Gershon cet été. Bah, ce serait pas mal, ça, je pense. Pas mal, ouais. Parce que continuer d'amener, alors s'ils perdent certains des vétérans qui sont en place là, même Beasley d'ailleurs, attention, parce que Beasley peut avoir le phénomène un peu de la contractire. C'est un joueur un peu instable quand même, mine de rien, depuis le début de sa carrière. Faut se méfier. Je dis pas qu'il fera pas 2 fois la même chose, mais bon, des shooters, ça peut éventuellement se trouver, peut-être pas dans ce volume-là, hein, mais prendre des vétérans comme ça, comme Yabusele, on a vu ce qu'il a fait dans une équipe totalement dysfonctionnelle pendant un temps. Il a assuré. Je pense que ce serait pas mal. La franchise lui conviendrait plutôt bien. Mais ouais, écoutez, on verra pour les Pistons, mais ce message avait été envoyé avant même qu'il y ait un partout dans la série entre Détroit et New York, donc je pense que les fans se sentent pas trop mal à l'heure qu'il est avant que la série parte du côté de Détroit. Question de Vincent ensuite. Salut l'équipe, le MOOC est totalement commandé et en attendant de l'avoir entre les mains, voici une hot take. Les Clippers seront champions NBA 2025.
Kawhi Leonard, quand il est comme ça, je n'ai plus aucune lucidité. Et bien sûr, la petite nostalgie de ses campagnes passées m'influence. Bref, si vous deviez annoncer votre champion, là, maintenant, sans aucune justification, que ce soit le cœur ou la raison qui dirige ce choix, personne ne vous en voudra si cela n'arrive pas au final. Quelle serait votre réponse? Boston Celtics. Thunder. Boston Celtics aussi. J'ai un peu hésité à vouloir faire le... Mais alors sans aucune justification. J'allais dire Orlando Magic, mais t'as pas osé. Ouais, j'ai tenté à 0-1. Ou Memphis Grizzlies après le moins 51, j'ai hésité. On peut parler des Clippers, on peut revenir un peu sur les Clippers. C'est ce que j'allais vous proposer. Ça va sembler tellement ironique après avoir pendant des années essayé de vous vendre le fait que c'était la meilleure équipe de la ligue, mais que personne s'en rendait compte, et notamment eux. J'y crois pas. Pour le titre, j'y crois pas parce que, et je vais employer cette formule, c'est trop tard, et pourtant mieux vaut tard que jamais. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est que je pense que c'est trop tard pour gagner avec Kawhi Leonard, même malgré tout ce qui revient bien, etc. Alors il a 33 ans, il est moins vieux que ce que j'ai à un moment pensé, vu le nombre de blessures qu'il y a eu, mais je dirais que c'est un poil tard pour gagner avec Kawhi. Et pourquoi je dis quand même mieux vaut tard que jamais? Parce que ça fait quand même plaisir pour les Clippers d'avoir une vraie campagne où tu as Kawhi Leonard qui a l'air d'être à son prime. Il est plus à son prime. Enfin, il est pas aussi fort en vrai qu'en 2019. Mais il est pas aussi fort physiquement qu'en 2019, je dirais. Mais il en est bien plus proche que ce qu'il en a été au cours des 6 dernières années. Et ça fait du bien pour les Clippers d'avoir au moins une campagne où tu as ce Kawhi-là. Maintenant, voilà, Harden, 35 ans. Kawhi 33 avec un historique de blessure, c'est ce qui me fait un poil peur en fait. J'ai peur qu'à un moment, tu vois, pour être champion, ça veut dire gagner 4 séries. Je vois les Clippers potentiellement aller loin, mais je ne sais pas si je les vois gagner 4 séries. Et la prochaine, a priori, si je ne dis pas de conneries, c'est contre le Thunder. Par contre, moi, si j'avais une hot take, mais vous allez me taper, c'est moi, ma hot take, c'est le Thunder ne va pas en finale NBA. Mais c'est devenu presque un peu de la provocation. Et sur un truc Clippers-Thunder, je pense que je mettrais encore une fois le Thunder favori quand même sur les Clippers, tu vois. Avec un Shea qui, à mon avis, serait déter. Mais le Kawhi qu'on voit là, ouais, wow, faut se le coltiner. Dans quel état il ressort de la série de Denver là? Faut déjà la gagner cette série. Faut déjà la gagner, et puis dans quel état, et ça vaut pour les Nuggets, hein, je dis pas ça que pour les Clippers. Là, à mon avis, l'influx qu'ils vont tous la mettre dedans là, ça va pas être simple de ressortir sans être trop amoché physiquement de ça, mais on est très content de voir les Clippers comme ça. Je mettrais pas une pièce sur champion non plus, cela dit. Hein. Ouais, moi non plus. Et sur Kawhi, moins fort qu'en 2019, oui, parce que honnêtement, défensivement, ça reste un très bon défenseur. Ça n'a rien à voir avec le prédateur que c'était en 2019. Je veux dire, on a oublié déjà à quel point c'était flippant, mais c'était un truc de malade. Des deux côtés du terrain, c'était un prédateur des deux côtés du terrain. Là, il sort d'un match exceptionnel face aux Nuggets. Je pense quand même que cette équipe des Clippers, elle n'est pas suffisamment forte et talentueuse pour être championne NBA. Mais voilà, c'est déjà effectivement pour les fans. Tu dis, il y a le karma, il y a bien un moment, un retour de balancier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'été dernier, les Clippers ont très bien fait de ne pas s'aligner sur ce que leur demandait Paul George et de se dire on sera au moins aussi bon et ça ne sert à rien qu'on se remette la tête dans les problèmes de cap et de taxes, etc. C'était vraiment un très très beau move de Lawrence Frank l'été dernier. Là, je pense que de toute façon, l'exécutif de l'année, là, parce que dans nos trophées, on ne l'a pas donné à chaque fois, on a oublié de le donner. Je pense que ça sera Rob Pelinka haut la main, dans des places à Nico Harrison. Mais Lawrence Frank a vraiment fait du beau boulot l'été dernier. Ils l'ont direct prolongé, Pelinka, d'ailleurs, dès qu'ils ont pu, là, comme par hasard, promu, tout ce qu'il faut. Maire de Los Angeles, je pense qu'il peut prétendre à tout, là, quand même. Il est légende à vie aux Lakers, quand même. C'est incroyable. Pelinka, alors, c'est pas lui qui fait venir LeBron, mais c'est lui qui est champion. C'est encore lui c'est lui qui est GM. C'est plus Magic Johnson au moment où ils sont champions. Donc, il a un titre, il a Luka Doncic. Magic Johnson, il a tradé Zubac contre Muscala en disant que de toute façon, Harden aux Clippers, il joue pas non plus Zubac. Et qu'il fallait du shoot, un pivot qui shoot. Ah, mais il prend trop de bonnes décisions, Pelinka. Enfin, trop de bonnes décisions. On lui fait des cadeaux aussi, hein, mais on peut plus se moquer de ces mythos du passé. Il est quand même connu pour ça, quoi. Quand il était l'agent de Kobe, enfin voilà, c'était
Malheureusement pour nos blagues, on peut plus trop. Depuis le deuxième trade de Westbrook, il a vraiment fait du bon boulot, en fait. Parce que c'est lui qui fait venir Westbrook, quand même. Oui. Mais Après, derrière... Sur les conseils de qui, on ne sait pas. Parce que DeRozan pensait que, voilà, je vais pas lancer le... Mais DeRozan, on lui avait dit, il part 3 jours en vacances, on lui avait dit, bah c'est bon, tu vas signer aux Lakers, et puis il s'est passé un truc entre-temps. Ouais, Westbrook, apparemment, c'est une belle pression quand même de LeBron et d'Anthony Davis. J'ai pas voulu incriminer des gens. C'est pas une poucave, Shai. Moi, C'est pas un gars comme toi, Antoine. Les mecs Mais on m'a dit que. Bref. Allez, question de Cédou. Même si on devine vos coups de cœur et appétence pour certains joueurs anciens ou actuels dont vous avez été ou êtes toujours fan, on sait que vous devez de garder une certaine retenue dans vos podcasts. Personne ne vous reprochera en revanche de vous enflammer pour un athlète non basketteur. Donc messieurs, je voudrais savoir pour quel sportif vous avez une passion et une admiration que vous pouvez exprimer sans retenue ni devoir d'objectivité. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans un autre sport que vous avez déjà admiré de manière... J'en ai plus aujourd'hui, mais il y a certains joueurs de l'Olympique Lyonnais, Sonny Anderson, Juninho, j'ai été, même Sidney Govou dans une moindre mesure, de manière complètement irrationnelle. Tu allé en soirée avec les choix nuit de Lyon. Sonny Anderson. J'ai fait un tournoi de basket avec Sidney Govou, moi. Il était dans mon équipe. Incroyable. Un basket avec Sidney Govou. Ouais. J'ai un tournoi de basket, absolument. Et j'ai été coaché par Domenech et on a gagné. On a gagné, messieurs. Alors, Domenech, même à un tournoi de basket, il prend Govou dans son équipe. Ça, c'est incroyable. Je crois que c'est pas lui qui avait fait les équipes. Les équipes avaient été faites par les organisateurs du tournoi. Mais le combo est fou. Coaché par Domenech et coéquipier de Govou sur du basket en plus. C'est incroyable. Sur du basket, absolument. Il lui avait dit de pas shooter. Finalement, comme c'était celui qui était le plus en forme athlétique de nous tous, il partait devant, on lui balançait les ballons et on avait remporté haut la main ce tournoi. Gros level. Incroyable. Et alors, est-ce qu'il y a un athlète en dehors du basket que vous avez révéré, admiré passionnément et dont vous pouvez aujourd'hui faire les louanges? À part, du coup, pour Antoine, quelques joueurs de l'OL. Il n'y en a pas. Si tu dois sortir ton joueur all-time préféré de l'OL déjà, Antoine. Un mec où tu mets les maillots, tu vibres quand tu le vois sur le terrain, tu vois. C'est très dur entre Sonny Anderson et Juninho. Mais ils étaient jeunes, tu vois. C'était vraiment... c'est presque entre guillemets les premiers amours, tu vois, de sportifs. Juninho a eu un plus long prime à l'OL. Ouais, il avait déjà une trentaine d'années, Sonny, quand il... Ouais, exactement. Le tout premier, c'était Sonny, mais derrière allez, je vais dire Juninho. Très bien. Théo, dans un autre sport, un athlète ou une athlète, d'ailleurs, ça peut très bien être une athlète, que tu as adoré. Ben, moi, gamin, les stars, sinon en dehors du basket, c'est vrai que c'était Carl Lewis. Parce que, voilà, athlète incroyable, Sergei Boubka, légende du saut en hauteur. Après, c'est plus des kiffs. Par exemple, j'adorais Bernat Sall au rugby quand je suivais un petit peu, parce que profil atypique. Les cheveux poivre et sel pour aller mettre des essais contre les All Blacks, mais oui. Exactement, quoi. C'était plus des délires comme ça, mais moi, les légendes, ouais, voilà, c'était Mike Tyson. Enfin, c'est aussi lié à mes premiers souvenirs de me lever la nuit pour mater des trucs. Ouais. Donc, les Mike Tyson, Joe Montana, des trucs comme ça. Ouais. Bah moi, c'était dans le foot aussi, hein, franchement. Le mec que j'ai le plus adoré, mais c'était le même âge que toi, je pense, Antoine, peut-être un peu à peu près le même âge. Moi, c'était Drogba à Marseille et après, et même toute la carrière avec la Côte d'Ivoire. Enfin, j'adorais tout. Ça m'a brisé le cœur quand il est parti de Marseille. Au niveau du fait d'idolâtrer quasiment un athlète, moi, c'est de ce côté-là. Après, si on fait un truc plus actuel, alors j'ai un détachement qui, même sur les autres sports, hein, je peux vibrer pour des sports et adorer des athlètes, mais il y a un mec qui me rend fou. Vraiment, j'hallucine à chaque fois et je rebondis du coup sur ce que tu disais, Théo, mais tu parlais de Boubka, mais Duplantis aujourd'hui, c'est incroyable. Je trouve ça totalement fou parce que Boubka, c'était un mythe. Au niveau de l'athlétisme, son record, tu disais, ça va jamais tomber. Ils ont mis quoi? Lavillenie, il a mis quoi? 15-20 ans avant que ça tombe. Et Duplantis, le mec au JO tranquille. Il n'a pas fini de le battre d'ailleurs. Il a rebattu 1 ou 2 fois depuis, je crois, en plus. Hein. C'est à 6,27 m, là, c'est complètement fou. Et il y a une aura, une facilité incroyable chez ce mec-là. Alors, c'est évidemment pas mon sport de prédilection et je regarde pas les meetings d'athlétisme ou quoi, mais dès que je sais que Duplantis va sauter, que je peux tomber dessus, bah voilà. Et puis les émotions lors des derniers JO, il était tout seul. C'est toi qui étais, Antoine, non? Ouais. Ouais, ça, c'est un truc de fou. T'as vu le record de Duplantis
Enfin, voilà. En tout cas, sur Il le a- côté Starstruck, je pense que lui, quand je le vois à la télé, je trouve ça hallucinant. C'est marrant parce que tu sais, du Stade de France, bah, tu sais, dans certaines tribunes, l'athlète, tu peux quand même être loin, entre guillemets, sans être loin. Ouais, Et tu as vraiment l'impression que tu as, je sais pas, 80 000 personnes qui ont les yeux rivés sur lui, quoi. Il a un espèce de charisme, même ouais, miniature, et une facilité, tu flippes en fait. Ça paraît tellement simple. Je crois que c'est le deuxième. Il le fait au deuxième, je crois. Il rate le ouais, premier. Dans mes souvenirs, je crois qu'il ouais. rate le premier. Mais je me souviens que le premier, en fait, tu sais déjà qu'il va le faire. Genre, je te jure, il y a un espèce de truc, tu sens en fait. Il y a une électricité dans l'air. Je sais pas la décrire. Mais à mon avis, il dunk les yeux Ah fermés, ouais, du bah, plan qui se mais lance. non, mais Bref. il est encore jeune en plus. Enfin, il est encore jeune. Il y a une telle domination par rapport aux autres de sport. Ça, voilà, ça m'avait pas fait ça depuis longtemps. Pour un sport qui est peut-être pas le plus regardé en temps normal, hein, mais ouais, je suis bluffé par lui à chaque fois. Question suivante. On va prendre celle de. Question de Will. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Je vais pouvoir vous lâcher la grappe avec mes messages concernant l'inutilité des Kings. Donc, j'ai une question qui me taraude depuis quelques temps. Quand je me remémore le seul et l'unique Space Jam, pas la vulgaire copie faite pour faire de l'argent ensuite, Jordan finit par ridiculiser l'équipe des Monstars. Mais quand on se penche sur la draft des extraterrestres, donc les joueurs qui sélectionnent pour leur voler leur pouvoir, on ne pouvait qu'imaginer une telle issue. Larry Johnson, Sean Bradley, Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues. Même si à l'époque aucun joueur ne pouvait faire douter de Real GOAT Michael Jordan, on pouvait quand même faire mieux pour envisager la victoire des extraterrestres. Et du coup alors il nous propose deux 5 qui selon lui auraient été meilleurs et il voudrait savoir quelle équipe de Monstars on aurait faite si nous on avait dû voler le talent des joueurs de l'époque. Donc en 96, il aurait sélectionné en équipe bling bling Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler, Penny Hardaway et Grant Hill, et une équipe qu'il appelait l'équipe Jordan Rules: Alonzo Mourning, Dennis Rodman, Scottie Pippen, Gary Payton et John Starks. Alors, si à l'époque vous aviez été à la place des extraterrestres du film pour voler le talent, juste en le disant, je repense au numéro d'acteur de Charles Barkley quand il se fait voler son talent comme ça. C'est juste à mourir de rire. Et voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça? Si vous deviez monter une équipe à l'époque pour battre Jordan, c'est un peu ça l'idée, je pense. Quel 5 vous auriez choisi? Lequel des deux qui propose, c'est bien ça la question, ou il faut qu'on en fasse un nouveau? Non, je pense qu'on peut, on peut dire lequel des deux, voilà, mais on peut proposer le nôtre aussi. Parce que le bling bling, là, je pense que des deux proposés, en tout cas, c'est celui que j'aurais choisi pour. Shaq, Olajuwon, Drexler, Hardaway, Grant Hill. Moi, j'aurais pris le premier, mais je réfléchis si je me fais à une autre. Moi, j'aime bien le côté Jordan Rules avec des joueurs qui peuvent potentiellement l'emmerder en jouant très très dur et un peu violent. Dans le cadre d'un film Looney Tunes, je pense que c'est pas mal. Avec Mourning, Rodman, Pippen, Payton, Starks, c'est pas mal. Moi, j'aurais pris Hakim. Ouais, parce qu'on n'a jamais eu l'opposition. Hakim Shaq. J'aurais fait Hakim Shaq, Scottie Pippen. J'aurais pris Pippen des Jordan Rules pour le mettre dans l'autre. Grant Hill. Et j'aurais pas pris Penny. J'aurais pris peut-être John Stockton pour faire jouer tout ça. Allez. Ouais, mais il n'est pas peur de Stockton. C'est pas faux. Moi, j'aurais pris Penny juste pour le plaisir et parce qu'Orlando avait sorti les Bulls. Ouais, mais sans. Enfin, si, c'est ça, c'est Orlando qui sort les Bulls sur la demi-saison où Jordan revient. Ouais. Bon, c'était pas le même Jordan. Mais Kemp aurait été bien dans les Monstars aussi. Sean Kemp. Ouais, non, mais ça aurait été parfait. Après, ils ont aussi pris, je sais pas quelles ont été les tractations pour prendre ces joueurs-là en 96 ou pas. Moi, Sean Bradley, c'était un certain joueur un peu marquant et reconnaissable, mais c'est sûr que c'était pas le meilleur pivot de la ligue, quoi. Non, ce qui est marrant, c'est que je sais pas si parce qu'il me semble que Converse appartient à Nike, non? Je suis pas bon à ça. Parce qu'en fait, c'est marrant qu'il y ait Larry Johnson dedans, qui était finalement Barkley, c'est pas étonnant, il était chez Nike. Ewing, je sais pas à qui appartenait la marque Ewing en 96, mais effectivement Larry Johnson, il était chez Converse. Je sais pas comment ça s'est passé sur les tractations, si c'était lié ou non à des histoires de sponsors. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu Space Jam depuis longtemps, allez revoir Charles Barkley au bord du terrain quand il essaie de rejouer avec des jeunes. Là. c'est assez magnifique. Et Shaq se moque assez souvent de lui pour ça. Bon, Shaq n'a pas non plus été un très très grand acteur dans les films dans lesquels on l'a aperçu.
les interactions entre Bill Murray et Larry Bird sont sous-cotées dans Space Jam. C'est vrai, C'est pas totalement. long, mais ça vaut son pesant d'or. J'adore à quel point Bill Murray croit en ses compétences aussi. C'est magnifique. Question suivante. Question de Rouen for Life. Un habitant de Rouen, j'imagine. Hein. On parle souvent de l'avenir radieux de l'équipe de France masculine autour de Victor Wembanyama, mais les filles ont-elles aussi obtenu des médailles ou été en finale de compétition récente ? Avec la liste élargie pour la préparation de l'Eurobasket 2025, je me suis aperçu que même en suivant un peu le basket féminin français et américain, plusieurs noms m'étaient totalement inconnus, avec notamment 2 joueuses nées en 2007, au secours, Tournebise et Rizaché, la sœur de Zachary. Pouvez-vous m'éclairer sur le potentiel des Bleus sur les prochaines années et sur le vivier que l'on a en France ? Je pense que Shai va nous dire que l'avenir est glorieux et ça me fera plaisir, mais je veux bien aussi l'avis de Théo, qui je crois coach des jeunes chez les féminines, et Antoine, qui doit forcément suivre aussi un peu. Merci. Moi, ça peut être très rapide. Moi, de ce que je vois, il y a quand même effectivement un sacré vivier avec des joueuses extrêmement prometteuses et talentueuses. Alors moi, ce que je suis, c'est surtout les compétitions internationales. Et les quelques minutes que j'ai vues de Malonga, je l'ai vu en quelques minutes faire des trucs que j'ai vu très peu de femmes faire sur un terrain de basket. Et Leila Lacan, je la trouve excellente. Au final, même les photos elles sont encore jeunes, ça compte plus comme des jeunes, mais c'est des joueuses jeunes. Pareil pour Iliana Rupert, etc. Donc je pense que c'est très, très encourageant pour l'équipe de France féminine. Ouais, Asti aussi, j'ai l'impression que c'est peut-être l'équipe la plus large, le roster, en potentiel, j'ai l'impression qu'on a rarement eu autant de talent. C'est toi, Shai, qui saura mieux me dire, parce qu'effectivement, Tournebis, c'est plus sur le. Là, c'est pas pour tout de suite. Et j'ajoute une question là. Sarah Strong, elle a la double nationalité, non ? On a une chance de la récupérer à un moment où. Elle a la double nationalité, mais à mon avis, on n'a aucune chance de la récupérer. Enfin, si je pense que Team USA passera pas à côté d'elle, à moins que sa carrière soit moins aboutie qu'on imagine, mais non, elle est trop forte et trop de potentiel. Mais ce sera un first pick de draft en WNBA. Non, je pense que ce serait magnifique, hein, pour le coup. Je serais très content qu'on la récupère et qu'elle veuille jouer pour l'équipe de France, mais à mon avis, on n'en est pas là. Et pour le potentiel, il est gigantesque. C'est pas tellement la question. Moi, ma question, c'est plutôt comment est-ce qu'on va l'utiliser. Est-ce qu'il y aura au niveau de la formation, post-formation, arriver chez les pros, de quoi mettre les filles en bonne situation, parce que c'est pas toujours le cas, hein. C'est aussi ça. Le championnat de France en lui-même, malheureusement, il est dans une situation, c'est pas très médiatisé, c'est pas ultra bien valorisé. Alors, il y a certaines joueuses des jeunes qui jouent beaucoup. Aino Arizashi, notamment, elle a quand même pas mal joué cette année, elle a joué en Eurocup. Elle, pour le coup, sur le potentiel, sur les deux évoqués dans la question, Alicia Tournebise, elle a un potentiel déjà physique qui est dingue. Elle fait 1m97, fille d'Isabelle Fijalkowski, mais elle a très peu joué avec Bourges cette saison, et je ne sais pas si on la verra beaucoup plus l'année prochaine, je l'espère, mais elle mérite d'avoir sa chance. Par contre, Rizaché, elle a déjà pas mal joué, et il y a quelque chose une arrière de très grande taille, au-delà de la famille qui est évidemment très, 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 très connue. Son entraîneur à l'Asvel, Johan Cabioche, disait que pour lui, ce serait une des meilleures joueuses du monde, tout court. Il a parlé de talent générationnel, donc je ne l'ai pas encore assez vu pour faire la même affirmation, mais il y a des joueuses comme ça avec ces profils-là, c'est ça qui est intéressant. Et ce que tu disais, Antoine, Dominique Malonga, forcément, là aussi, le physique est incroyable, et puis les joueuses qui vont arriver à maturité, ma seule interrogation, c'est comment on va les utiliser. Est-ce qu'on laissera leur chance aux bonnes joueuses aussi? Tu t'évoquais Astier, Pauline Astier, Théo, moi je suis fan, je l'adore, cette fille, elle sait tout faire, mais elle a pour l'instant rarement eu sa chance en équipe de France, même jamais sur les compétitions, si je dis pas de bêtises. À chaque fois, elle est évincée juste avant. Ouais, elle a fait les qualifs, c'est ça, non? Les qualifs, il me semble. Les qualifs, les qualifs, elle est là, mais je crois que sur les autres compètes, elle n'était pas là. Il y a en tout cas plein de joueuses. Là, c'est une liste élargie parce que la WNBA, la saison WNBA aura commencé au moment du camp d'entraînement. Donc, il y a plein de joueuses comme ça qui vont avoir l'occasion de se montrer, notamment Tournebise et Rizaché qui vont. C'est plus pour prendre la température. Elles n'ont pas vocation à jouer, à vraiment essayer d'avoir leur place. Mais oui, l'avenir, il est censé être radieux. Il y a aussi de la pression quand on a des effectifs comme ça. C'est comme chez les garçons. Au bout d'un moment, on va leur dire vous avez Wembanyama, Rizaché, Sarr, qui sont des joueurs confirmés et très bons en NBA. Il faut que les résultats soient là. Et c'est là qu'elle se pose la question du style de jeu, de l'utilisation, et qui est parfois toujours un peu. C'est ce qui est un peu intriguant dans le basket français. De temps en temps. Mais en tout cas, oui, sur le vivier, pour répondre à la question, l'avenir, c'est difficile de pas être
de pas être optimiste. Hein. Sur les compétitions de jeunes, elles vont très très loin, les garçons aussi. Donc, on souhaite que ça se traduise par des très très bonnes choses chez les seniors aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme question ensuite? On a une question de Maxime qui m'a fait rire. Petit appel à vous et surtout aux autres auditeurs. Est-ce qu'en découvrant la NBA à travers un média radiophonique, vous êtes amené à réinterpréter totalement les prénoms et noms des joueurs suivant leur oralité? Pendant des mois, j'ai cru qu'Alperen Şengün s'appelait Alperen Şengün. J'ai aussi cru en Gogabi Tadze, Luc Hensdort, Dan T. Exum, Mark Elfeltz, Rémi Raquez, Isaac Kokoro, Tarison Toukolé ou encore Mike Hull Jordan. Bon, ça, je pense que c'est une blague. Suis-je le seul à me prendre les pieds dans le tapis si facilement? J'ai voulu lire cette question parce que ça m'a fait rire. Et que souvent, je ne sais pas si vous avez vu, quand dans nos commentaires YouTube, il y a pas mal de correcteurs de prononciation qui aiment bien dire qu'on ne dit pas bien un tel ou tel truc. C'est toujours une grande question sur la prononciation des noms des joueurs NBA. Ah, c'est assez drôle, quoi. Ben, moi, j'ai pas tant eu ça, parce qu'au bout du compte, j'ai quand même plus découvert la NBA par l'écrit que par l'audio. Hein. À notre époque, enfin à mon époque en tout cas, il y avait des magazines, des hebdomadaires, etc. C'est surtout comme ça en fait que j'apprenais l'existence de nouveaux joueurs actuels ou à venir. Donc j'ai pas eu trop cette déformation-là. Pareil, j'ai pas vraiment de situation, j'ai pas de souvenir en tout cas. J'ai jamais été trop radio pour le sport, donc je saurais pas te dire. Pour le basket, j'ai jamais eu, mais pour d'autres sports, c'était la radio, c'était cool. Tu te faisais, il y avait l'imagination qu'entrait en jeu. Parfois, tu t'étais déçu. Le commentateur, il hurlait sur un but incroyable pour lui, et puis tu regardais la télé, et puis ouais, non, en fait, c'était un peu survendu. Ceci dit, quand j'y pense que pour le basket, c'est pas vrai, mais pour les autres sports, oui, absolument. Et d'ailleurs, Shai peut en témoigner, je suis incapable d'orthographier correctement le moindre nom de joueur de football de athlète actuel. C'est vrai que c'était magnifique. Je sais plus pour qui tu me posais des questions, et puis sur les 3 joueurs que tu m'avais cités, qui étaient très connus, hein, mais à chaque fois, j'admire ton imperméabilité aux phénomènes extérieurs. C'est magnifique. Je sais pas si c'est admirable, mais en tout cas, oui, effectivement. Donc là, je partage effectivement cette difficulté. Allez, question de Nathan. Salut les gars, j'ai 12 ans. Ça fait 1 an que je vous écoute. J'ai entendu dans un des CQFR Théo dire que le prime de T-Mac c'était top 5 en termes de talent all-time. Pourriez-vous me donner votre top 5 des plus gros primes selon vous? Ça peut être très court, hein. Mais... Ouais, c'est dur ça. C'est dur. Je sais pas si j'aurais mis T-Mac top 5, mais pas loin. Je pense que c'était dans les arrières. Je pense que j'avais dit Ah que oui, c'était... Ouais. Oui, all time, je sais pas, le prime de Jordan, prime de Magic, le prime de LeBron. Putain, le prime de LeBron, mais il est tellement long, mais je suis quand même obligé de penser que le prime de LeBron à son prime, c'est quand même vraiment très 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 haut, selon moi. Ça peut être un joueur qui a été bon qu'une année, hein, mais où on s'est dit, ouais, lui, s'il joue tout le temps comme ça, c'est légendaire. Tu vois, moi, comme ça, je pensais à Derrick Rose bêtement, mais est-ce que c'était vraiment son prime? Mais quand il est MVP, tu vois. Oui, c'est clair. C'est pas le meilleur joueur de la ligue cette année-là, tu vois, en fait. Ça, le paradoxe, tu vois. Et pourtant, j'étais le plus gros fan de Derrick Rose cette année-là, mais il est loin du niveau de LeBron James, tu vois, juste sur cette année-là, par exemple. Donc, mais ouais, Derrick, ouais. Bah, après, c'est intéressant comme réponse. Et Jokic, sur 1 an ou 2, pas loin. Même sur 4. Hein. Shaq aussi, peut-être son prime de Shaq. Ouais, c'est le prime le plus traumatisant, je trouve, de moderne, contemporain. En fait, c'est peut-être plus facile sur les primes qu'on a vus, quoi. Ah oui, bien sûr, parce que sinon... ouais. Donc effectivement, Jordan, Jokic, clairement. LeBron, clairement. Curry, le prime de Curry, c'est quand même... ça a changé le 5e. Le 5e, c'est dur, hein, parce qu'il y a Shaq... Olajuwon, c'est 2 saisons, ils sont champions là. C'est un truc de malade mental en fait dans attaque-défense. Le prime de Duncan, parce que pareil en fait, il a été dilué sur la durée en fait, mais les années l'année où il est MVP et les 2, 3, 4 ans autour de son titre de MVP, c'est quand même un sacré bordel. C'est dur de trouver le 5e quoi. Honnêtement, si c'est sur le prime, le niveau sur une saison, T-Mac limite, je suis pas loin de le mettre quand même dans le top 5 des primes que j'ai vu quoi. Ouais. C'était vraiment un joueur
hallucinant. Et c'est vrai qu'il a arrêté de défendre au bout d'un moment, mais quand il était aux Raptors, il défendait en fait. Avant de devoir gérer trop de choses en attaque, il défendait en plus. C'est vraiment... En tout cas, il est dans le top 5 des joueurs les plus talentueux que j'ai vus. Ça, c'est sûr. Moi, je vais vous mettre sous le feu là. La plus grosse saison de T-Mac, vs la plus grosse saison de Kobe. Moi, je prends T-Mac, mais j'étais pas objectif à l'époque. Le cœur va me dire T-Mac. Le cœur va me dire T-Mac parce que j'ai trop aimé. Mais il y a une saison de Kobe, mais en fait, elle est trompeuse. Mais c'est intéressant parce que les deux sont dans des équipes pas très fortes. Il y a une saison de Kobe là où ils font genre 46 wins et je crois qu'ils vont jusqu'au deuxième tour de playoff et ils sortent contre les Suns ou ils sortent au premier tour, je sais plus, avec une équipe dégueulause. Il est incroyable. Ouais, ce Kobe là, je pense qu'il est quand même très haut. Il est plus haut que T-Mac. Tu as le cœur me aurait dit T-Mac, mais j'ai l'impression que ce Kobe là il était vraiment trop fort, quoi. Il y a toutes les saisons où il est aussi dans le meilleur 5 défensif, où il est... Ouais, mais ça, c'était politique. Non, mais Kobe a eu beaucoup trop de domination dans les 5 défensives au passage. Mais bon, mais t'as raison, c'est juste... Parce que dis-toi, en 2006, il est meilleur scoreur de la ligue et il est dans le meilleur 5 défensif. Ouais. Il était trop chaud. Il était vraiment chaud quand même. Hein. Et il est peut-être même MVP. Bon, MVP du All-Star Game. C'est l'année où il est MVP, non 2006, pas ça non, c'est 2008, non je sais plus. 2008. Oui, t'as raison. 2008. Oui, t'as raison. Mais 2006, il est chaud quand même. Après, mais T-Mac, c'était le joueur kiffant. Je sais pas par contre si je mettrais son court prime devant celui de Kobe quand même. Mais la question mériterait d'être posée, ouais. Qu'est-ce qu'on a ? On a encore une question ou deux de côté. Question de Clément qui a envie de comparer deux joueurs. Il aimerait notre avis sur Victor Wembanyama et Luka Doncic. Lequel, selon vous, a le plus de talent, lequel aura la meilleure carrière et lequel sera meilleur à son prime? Qui est le plus talentueux, qui aura la meilleure carrière, Bag, MVP, DPOY, et qui sera le meilleur à son prime? C'est un peu de l'art divinatoire un peu, vu que Victor démarre, que Luka est seulement à la moitié de sa carrière, mais... C'est pas facile, hein, même sur le talent. J'ai l'impression que la notion... je vais mettre une nuance qui est peut-être pas très claire, c'est le plus doué, donc qui a été le plus doté, en fait, c'est Victor, en fait, parce que taille, mobilité, tout ça, c'est des trucs qu'il a travaillé, sur lesquels il a progressé, mais qui ont été donnés par la nature, quoi. Luka Doncic, de ce point de vue-là, bien sûr, il a une coordination main-œil qui est hors norme. Bien sûr, il a des aptitudes physiques qui l'aident et c'est un athlète de haut niveau, mais j'ai l'impression qu'il a moins d'attributs extraordinaires que Victor. Par contre, sur le meilleur joueur... Non, aujourd'hui, non, la question ne se pose pas. Il n'y avait pas qui est le meilleur joueur aujourd'hui. Parce que ça, je pense que c'est largement Luka Doncic. Sur la meilleure carrière, c'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire. Ouais, c'est très, très dur à dire. C'est presque même impossible d'avoir un début d'idée parce que la carrière va dépendre vachement avec qui... Presque des choix qui ne sont pas de leur contrôle, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, celle de Luka Doncic a pris une sacrée tournure avec ce... Parce que en fait, quand tu vois comment les Mavs sont dirigés, tu te dis, mais ça partait d'une manière ou d'une autre, ça allait finir à la catastrophe, ce truc-là. Et là, ils l'ont envoyé dans la franchise où il n'aura jamais de mal à trouver une deuxième star, si jamais deuxième star il y a besoin. Je sais pas, moi. En tout cas, le simple fait que c'est serré, qu'on n'arrive pas à répondre, ça en dit long à la fois sur le niveau de Doncic et à la fois sur le niveau de Wembanyama. Le potentiel de chacun. Tu sais, j'allais interjecter parce que quand tu as dit ouais, ça dépend de la situation, moi j'allais rebondir sur Tracy McGrady. Toutes les années où il passe pas le premier tour, il est coaché par Doc Rivers, l'autre il est coaché par Phil Jackson. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est quand même pas la même non plus, quoi. Ouais, c'est clair. Pardon. Vas-y, Charles. Mais sur les attributs physiques, oui, c'est sûr, Victor, il naît avec ce gabarit incroyable, mais Doncic, je l'ai toujours considéré comme... Alors, évidemment qu'il a travaillé comme un malade, il a dû répéter 1 million de fois tous les tricks qu'on voit, les skills qu'il a, qui sont dingues. Mais pour moi, c'est presque la définition du mec surdoué, en fait, du virtuose. Non, t'as raison. Un peu prodige, un peu... on donne ce qui donne l'impression qu'il travaille pas, enfin, qu'il travaille peu et qu'il est doué naturellement avec le ballon, en fait. Donc peut-être que moi, pour le plus talentueux, je pense que je répondrais Luka. Après, la plus grande carrière...
Déjà, la carrière de Luka, elle est déjà incroyable avec ce qu'il y a eu en Europe et ce qu'il fait avec la Slovénie. Bon, il n'y a pas de titre encore NBA, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait à un moment. Mais Victor est tellement particulier que je miserais bien quand même sur une carrière avec des titres et des trophées au-delà de ce que peut-être aurait Luka. Mais c'est de l'art divinatoire quoi, à ce stade-là. Et le meilleur, c'est dur à dire. C'est trop dur à dire. Mais si je dis que Victor aura la meilleure carrière, peut-être que je mettrai Victor aussi meilleur à la fin. Voilà. C'est marrant sur Luka, tu sais, on parle de la saison de Jokic là en triple-double, etc. Il y a beaucoup de gens qui nous font des fois remarquer à juste titre que l'an dernier, Luka, il fait 39-9 de moyenne en allant en finale NBA et en faisant un match à 73 points. Ouais. Tu vois, c'est quand même... avant d'en faire une saison comme ça, il va falloir s'accrocher, quoi. Tu vois, et tu as raison, Shai, c'est la définition du virtuose, je crois que c'est la meilleure définition pour Luka. Ouais. Mais tu as raison, Antoine, de souligner ce que tu disais là. C'est flatteur pour Victor qu'on puisse se poser la question parce que Luka, on sait déjà quel type de joueur c'est, quoi. Et c'est. Enfin, 2 des meilleurs scores en moyenne de l'histoire des playoffs. Les stats, on va pas les ressortir parce qu'on les avait toutes sorties après son trade. Parce qu'évidemment, ça suffit pas pour construire un champion, mais c'est un truc de fou. Il y a rien qui laisse entendre que Luka aura pas une carrière exceptionnelle dans tous les cas. Question d'Anthony. Pour sa 22e saison dans la Ligue, LeBron James n'a pas déçu, a été à la hauteur de son statut et de son talent. On atteste ses statistiques, 35 minutes par match, 24,4 points à plus de 51%, 7,8 rebonds, 8,2 passes décisives et une interception par match, avec une 3e place à l'Ouest avec les Lakers. Sa saison est fantastique. Voici ma question pour vous. Même s'il ne devrait pas apparaître sur le podium du trophée du MVP, effectivement, il n'est pas dans les 3 finalistes, sa saison peut-elle selon vous lui permettre d'être dans la All-NBA First Team, pardon? C'est marrant parce que ce matin, j'avais regardé où ça en était, l'espèce de doc là avec les voix, et il est 2 petits points derrière Donovan Mitchell dans le doc. Il a même plus de place dans la first team pardon, non, je te dis une grosse bêtise. Non, il est loin derrière Mitchell. Il y a dû avoir des nouveaux trucs qui sont tombés du coup. Il était beaucoup plus proche, il me semble. Et là, Mitchell est assez loin devant. Donc non, je pense pas qu'il sera dans la first team. Ça, c'est pour la réponse à est-ce qu'il y sera. Est-ce qu'il aurait mérité d'y être? Je l'aurais pas mis non plus. Pour être honnête, si c'était moi vraiment qui avait un vote, j'aurais pas mis LeBron James. Je pense qu'il y a aujourd'hui quand même des joueurs meilleurs que lui, mais il sera dans l'un des 3 meilleurs 5 de la saison. Et est-ce que c'est pas déjà dingue à 40 ans, quoi? En fait, il est à ce stade qui est paradoxal où tu te dis, bah non, sur la saison, en fait, il y a d'autres mecs devant, mais si tu dois faire ton meilleur 5 pour gagner un match de playoff, bah tu le mets probablement dans les 5, en fait, et devant des mecs qui seront dans la All-NBA First Team. Donc, mais comme toi, Antoine, je pense qu'il sera pas All-NBA First Team, et je pense qu'effectivement, sur l'ensemble de la saison NBA, il est pas... voilà, à un moment, le mec, il a beau être... surhumain, tu peux pas non plus, c'est pas possible. C'est déjà, il y a même pas besoin de ça en fait pour souligner à quel point c'est dingue. Je crois qu'il y avait, je sais plus, j'avais vu passer une stat, genre ces stats de cette année comparé avec ces stats il y a 10 ans, un truc comme ça, il y a 10 ans pile, un truc comme ça. C'est quasiment la même chose. C'est incroyable. Sur la longévité, c'est fou. Après, oui, non, je pense pas qu'il sera dans une All-NBA First Team, mais du coup, il est potentiellement dans la 2e ou la 3e. Il sera sûr dans l'une des 3 premières. Ouais. Je pense qu'il est parti pour être dans la 2e. Ouais. Je repense toujours à ce tweet du mec le jour des 30 ans de LeBron. C'est bon, on a... comment il avait dit ça? Curry won't last long, je sais pas quoi. Ouais, voilà, ces conneries, heureusement, ces conneries, ça va pas durer longtemps. ça va plus durer trop longtemps, et... Voilà, 10 ans plus tard, à 40 ans, LeBron est toujours là. On est en train de débattre s'il va pas être dans une All-NBA First Team, ce qui est assez dingue. Dernière question de Mehdi. Lors des finales de conférence 1967, les Sixers mettent fin à la domination outrageuse des Celtics qui venaient de remporter 9 titres en 10 saisons, dont 8 d'affilée. Face à Bill Russell, Wilt est monstrueux. Il tourne en triple-double de moyenne, 21,6 points, 32 rebonds et 10 passes par match. En sachant que les contres n'étaient pas encore comptabilisés. Ouais, Cela m'amène à une question autour de Wilt the Stilt. Pensez-vous vraiment qu'il est apprécié à sa juste valeur aujourd'hui? En fait, c'est l'un des joueurs, je pense, les plus clivants de l'histoire du basketball, en fait. Parce que personne ne met en cause le talent, ni le niveau de jeu, mais c'est vrai que... Alors, c'est la manière dont les choses nous sont racontées, parce que c'est ça aussi qui est dur. C'est que
pour l'essentiel des matchs, on n'a pas les images. C'était une époque quand même où, je vais pas dire, alors, j'ai confiance dans l'éthique journalistique de l'époque, des journalistes de l'époque, mais ils pouvaient raconter un peu ce qu'ils voulaient malgré tout. C'était un personnage qui était globalement pas apprécié de ses coéquipiers, qui était un, je sais pas comment dire, un petit peu C'est un soliste. un soliste, un individualiste qui a grandi comme tous ces joueurs-là, hein, qui a évolué à une époque où c'était pas simple d'être noir aux États-Unis, d'être grand, noir et célèbre aux États-Unis et riche. C'était tout ça, je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête. Par exemple, Kareem Abdul-Jabbar n'a pas été un joueur qui était apprécié non plus particulièrement de ses pairs ni par la presse pour d'autres raisons. C'était pas simple, quoi. C'était pas simple. Donc je pense qu'effectivement, le fait aussi qu'il est relativement peu gagné, mais quand tu as ton prime en même temps que les Boston Celtics de l'époque, c'est aussi que tu peux pas tant gagner que ça. Regarde un mec comme Jerry West, finalement, qui aurait pu être le loser ultime, enfin, le fantastique loser, et qui à l'époque n'était pas considéré comme un loser. En fait, tu perdais encore et encore contre les Celtics, on te jetait pas au caniveau en disant ouais, t'es nul, comme on aurait tendance à le faire maintenant et à remettre en cause tes accomplissements. Donc je pense vraiment que c'est un personnage complexe, compliqué à décrypter, et je sais pas si on saura un jour en fait. Finalement, je pense que les sources sont finalement peut-être pas suffisantes pour qu'on puisse se faire une idée juste de ce que c'était Wilt Chamberlain. Mais par contre, chaque fois que je remets le nez dans Basketball Référence, tu regardes là, tu as sorti les stats en finale, tu regardes tu prends une saison au pif, tu mets ton doigt, tu regardes la ligne, tu dis mais c'était pas le même sport, c'est pas possible, quoi. Ça a aucun sens. Ouais, moi, pareil que toi, c'est dur de savoir en fait. Il n'y a pas assez d'images, voire même pas d'images. C'est trop compliqué. Je pense qu'elle est, entre guillemets, appréciée à sa juste valeur, dans le sens où on met souvent en avant que ses perfs sont incroyables. En même temps, c'est rare qu'il soit cité dans le débat pour le GOAT. Et ça, je pense, c'est à juste titre. Même si, évidemment, pareil, j'ai pas vu. Donc, sur quoi je me base pour me dire qu'il mérite pas d'être le GOAT. Mais un peu tout ce que tu as dit, c'est un gars qui a beaucoup perdu et qui a plus perdu en finale. C'est pour les mêmes raisons. Il y en a plein qui assassinent LeBron. Les gens, je pense, des fois oublient que Wilt, il a que 2 titres, quoi. Donc, ouais, il a des stats incroyables, mais il a 2 titres, il a 2 bagues. Donc, voilà, un ovni statistique qui est un des plus grands joueurs de tous les temps, sans être le plus dominant non plus. Je pense que c'est la bonne, ça me semble être le bon curseur. C'est une anomalie qu'il ait que 2 titres. Enfin, vu que la domination individuelle était folle, mais bon, il tombait dans une époque où il y avait des équipes très très bien armées aussi à Boston, où Bill Russell était un rival. Enfin, les histoires entre les deux, elles sont géniales d'ailleurs. On en parle pas un petit peu dans le MOOC Boston quand on parle de Bill Russell, mais c'est une rivalité. Moi, j'adorerais. Il y a des documentaires dessus d'ailleurs qui sont très très bons et qu'il faut regarder. Moi, je pense qu'il a peut-être été un poil surcoté un temps, par lui-même d'ailleurs, parce que c'était un personnage particulier. Hein. Quand on voit des images de lui sur les plateaux en train de clamer c'est le meilleur joueur de tous les temps, que Jordan c'est pas le GOAT, que c'était son pote Bill Russell, puis un autre jour il va dire que c'était lui. Il y a un autre jour sur un plateau, il est prêt à organiser un combat avec Mohamed Ali, un combat de boxe. Enfin, c'était un personnage invraisemblable, vraiment hors norme dans tous les sens du terme. Je pense qu'à un moment il a été un peu surcoté parce qu'il a bien vendu tous ses accomplissements qui sont dingues, mais sur les accomplissements collectifs et ce qu'il a vraiment apporté à un sport qui est collectif, il a été un peu surcoté. Mais maintenant, il faut remettre aussi, faut se souvenir de la domination qui est sans pareil. Moi, à chaque fois, je dis la domination de Shaq sur un temps donné m'a traumatisé. Je pense que les gens qui devaient regarder les matchs avec Wilt Chamberlain, au-delà même du match à 100 points, ça avait aucun sens. Enfin, on a élargi la taille de la raquette à cause de lui quand même. Ah oui, non mais c'est pour freiner sa domination. C'était son argument avec Jordan. Il disait ouais, toi tu peux. Moi, on a changé les règles à cause de moi. C'est ce qui me fait toujours marrer comme argument. Mais ouais, on mesure pas quand même le bazar que ça devait être. Et les légendes urbaines, enfin urbaines ou pas d'ailleurs, mais les mythes qu'il y a autour de lui, ils sont incroyables aussi. Il y en a pour tous les très très grands. Le fait qu'il soit allé jouer à UCLA à 45 ou 50 ans. Et pour mettre une rouste aux joueurs qui avaient là sous les yeux de Magic Johnson. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça sur Chamberlain aussi qui méritent d'être racontées. En tout cas, c'est un ovni, c'est un personnage incontournable de l'histoire de la NBA, surévalué, sous-évalué, après, je sais pas. Et c'était la dernière question, messieurs. Eh ben, super, c'était une bonne session de questions-réponses. On en aura une autre prévue samedi. On se retrouve de toute façon tous les matins pour les CQFR. On débriefe les matchs de la nuit, les matchs des playoffs. Là, on a des matchs tous les jours. On va se régaler. On est vraiment
dans le meilleur moment de l'année pour nous fans de basket. Rendez-vous aussi ce soir pour une Late Session sur Twitch en direct à partir de 23h15. On sera là avec Shai. Et puis demain pour un CQFR. Allez, bonne fin de journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.